Bonjour à tous, merci de venir à ce webinaire concernant l'arbre des causes dans la démarche de prévention, la méthode d'analyse des accidents du travail. Je suis Rémi Bonnet, conseiller prévention santé travail, donc membre de l'équipe locale santé travail qui travaille avec votre médecin du travail. Vous avez l'habitude de voir en visite. Et je suis accompagné aujourd'hui par ma collègue. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule webinaire. Donc, je suis Elisabeth Sophie Douglas. Comme Rémi, je suis conseillère en santé sécurité au travail, conseillère en prévention. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous ne portons pas de masque puisque nous respectons les gestes barrières et la distanciation notamment d'une dizaine de kilomètres entre Rémi et moi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de risque de contamination. Voilà. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on n'a pas d'autres questions, problèmes techniques avant de démarrer? Je m'assure qu'on n'ait pas de questions. Regardez le son. Ok. Je propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble donc l'analyse des accidents du travail, la méthode de l'arbre des causes. Dans un premier temps, on va revoir certaines notions, certains mots de vocabulaire pour qu'on puisse tous parler de la même chose. Ensuite, nous détaillerons deux méthodes d'analyse des accidents du travail qui sont l'analyse quantitative et l'analyse qualitative, donc la méthode qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons donc rentrer réellement en détail dans cette méthode pour vous la présenter complètement, et ensuite nous vous parlerons de l'apport de cette méthode d'analyse de l'arbre des causes dans l'intégration pour votre document unique, donc l'évaluation a priori des risques. Donc, tout de suite, nous allons passer à la définition de l'accident du travail. Selon l'article 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit et quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs entreprises. Ça veut simplement dire que du moment que vous mettez une personne en mission, que ce soit sur la route ou lorsque vous lui donnez une tâche à réaliser, et qu'il a un accident du fait de ce travail-là, ça sera considéré comme un accident du travail. On sait que les accidents du travail ne résultent jamais d'une cause unique et qui sont le résultat d'une combinaison de facteurs. C'est plurifactoriel, un seul accident a plusieurs origines et c'est tout l'intérêt d'aller étudier en fait les causes de cet accident. Nous allons vous présenter donc la méthode de l'arbre des causes, qui est une méthode élaborée par l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, qui est donc bien détaillée et donc cette présentation est à annexer réellement à la brochure ED 6163 qui est accessible gratuitement sur le site de l'INRS, dans lequel on vous représente plus en détail cette méthode. Là, aujourd'hui, on est là pour vous donner les notions nécessaires pour la mettre en place, mais il est important que vous ayez aussi cette brochure sous la main. Donc, l'arbre des causes, c'est une arborescence graphique des faits qui ont contribué à l'accident et qui sont représentés et organisés dans une forme logique, en remontant des conséquences jusqu'aux causes le plus en amont possible. Donc, on parle de causes racines, le plus en amont de la survenue de l'accident. Ça permet justement de pouvoir discuter ensuite sur une arborescence graphique, quelque chose de simple à comprendre pour ensuite dégager des pistes d'amélioration sur chacun des éléments que nous allons repérer dans l'analyse. Et pourquoi agir pour réduire les accidents du travail? Donc, bien entendu, on pense tout de suite à l'enjeu humain et social, c'est-à-dire la souffrance physique ou psychologique des victimes d'accidents du travail, mais auxquelles s'ajoutent des problématiques d'exclusion et de reclassement. C'est-à-dire qu'une personne qui aura eu un accident du travail, pense à une personne qui exerce un travail manuel et qui perd une main ou qui a des difficultés à l'utiliser, tout de suite, ça sera compliqué pour elle d'être reclassée sur un autre poste, voire il va ressentir des effets d'exclusion du fait de ces pathologies. Mais il faut aussi voir que l'intérêt économique de faire de la prévention, puisque pour une entreprise, le coût d'un accident du travail peut être très élevé.
Alors, on prend le coût direct de l'accident du travail, c'est des réparations à faire, les soins à donner, mais aussi les coûts indirects liés au recrutement pour pallier à l'absence de la personne, à la formation, permettre d'être aussi efficace que la personne qui vient d'être en accident du travail, mais aussi à la baisse de productivité, à l'absentéisme, au fait que les personnes ont peur de venir au travail du fait d'un accident grave, ça peut arriver. Et en général, on dit que le coût indirect est 2,5 fois plus supérieur à le coût direct. Certaines entreprises n'arrivent pas à se relever économiquement d'un accident du travail grave. Et c'est tout l'enjeu aussi de prévenir avant qu'il y ait ces accidents du travail pour permettre d'avoir une entreprise viable. En plus de ces deux enjeux, s'ajoute l'enjeu juridique, qui lui est plutôt sur le non-respect de l'obligation de résultat en matière de sécurité qui incombe à l'employeur. Donc l'employeur est responsable de tout mettre en place pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Et s'il ne met pas en place et qu'il y a un accident du travail et qu'il est reconnu au titre de la responsabilité civile une faute inexcusable de l'employeur, il peut aussi être attaqué au pénal pour délit de blessure et mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est un vrai enjeu pour l'employeur, pour les responsables qui vont du coup être embêtés au niveau juridique du fait de l'accident du travail de ces salariés. Donc l'intérêt, c'est de gérer au mieux l'analyse des accidents du travail pour remonter aux causes qui ont créé cet accident et donner des pistes de prévention pour qu'aucun accident du travail, que ce soit celui directement analysé ou les autres auxquels on va pouvoir apporter des solutions grâce à cette analyse. On va vous présenter les deux méthodes d'analyse qu'on retrouve généralement dans les entreprises. La première, on la retrouve le plus souvent dans les grosses entreprises. Donc oui, effectivement. Alors, nous allons commencer par l'analyse quantitative. Donc l'analyse quantitative, elle porte bien le nom d'analyse en fait de données statistiques liées aux accidents du travail dans l'entreprise. Donc ce type d'analyse donc se base sur les données statistiques. Elle comptabilise. Je prends la main. J'espère que ça marche pour la souris. A priori, non. Oui, merci. Rémi, c'est toi qui as pris la main? Oui, je t'aide, mais normalement, c'est possible. D'accord. A priori, voilà. Donc, on va continuer, excusez-nous, sur la technique. Alors, indicateur, donc, l'analyse quantitative, elle comptabilise, bien entendu, les accidents du travail en termes de nombre d'accidents avec arrêt. Elle permet aussi de calculer les taux de fréquence, les taux de gravité et indice de fréquence. Donc, taux de fréquence et enfin toutes ces données statistiques pourront permettre de faire une comparaison par rapport aux autres entreprises du même secteur d'activité professionnelle. Donc, ça peut être un premier point de départ pour analyser le nombre d'accidents du travail. Alors, ce type d'analyse statistique a son intérêt quand elle porte sur un nombre important de cas d'accidents. Donc, il est nécessaire d'avoir une bonne traçabilité de ces accidents du travail, d'où tenir à jour le registre d'accidents du travail, le registre infirmerie. Alors, cette méthode permet d'avoir une bonne vision globale des situations accidentogènes dans l'entreprise, ce qui va permettre en fait ensuite de définir des priorités d'action. Voilà, ce qui va permettre de définir des priorités d'action. De façon générale, bien entendu, puisqu'on ne peut pas analyser effectivement la nature des accidents du travail. Donc, puisqu'on ne peut pas analyser la nature des accidents du travail, la source et la nature des accidents du travail, donc l'analyse quantitative
pour une vision plus précise de la sinistralité, il est possible de répartir les accidents selon le siège des lésions, donc que ce soit la tête, les yeux, au niveau des jambes, des pieds. La nature des lésions aussi, du dommage, ça peut être en termes de fracture, de brûlure, d'entorse, le type d'accident survenu, donc est-ce que c'était un accident de plein pied, est-ce que c'était une chute de hauteur, ainsi de suite, et notamment aussi de comptabiliser, de prendre en compte les lieux de survenance de l'accident du travail, que ce soit l'atelier, zone spécifique. Zone spécifique, ça peut être tout bêtement l'escalier qui conduit au bureau administratif. Donc, effectivement, ça peut être un lieu accidentogène. Les déplacements professionnels aussi à prendre en compte, bien entendu. Alors, d'autres éléments sont aussi importants pour permettre de comprendre la nature et la survenue des accidents du travail. D'autres éléments tels que les métiers et fonctions du salarié accidenté, quel était le type de matériel utilisé, l'âge de la personne en fonction de l'activité, que ce soit sur de la manutention lourde. Effectivement, une personne avec de l'expérience professionnelle peut-être a déjà fait l'objet d'accidents du travail précédemment et peut-être en cours d'un problème de maladie professionnelle. Donc l'ancienneté aussi est importante, que ce soit quelqu'un d'expert sur son poste de travail ou de novice, donc de débutant, qui doit apprendre les règles de l'art en termes d'activité travail, et les qualifications et les horaires de travail. Il est établi bien entendu aussi que les horaires de nuit, le travail de nuit peut accentuer la survenue des accidents du travail. Donc tous ces paramètres permettront d'analyser les accidents du travail dans l'entreprise. Donc pour mieux visualiser en fait tous ces indicateurs statistiques, donc liés à la nature ou au lieu de survenue de ces lésions. Donc on peut les représenter graphiquement. Par exemple, ici on vous présente un extrait de la synthèse 2018 du secteur de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Donc ces chiffres de 2018 sont le nombre d'accidents du travail survenus sur ce secteur d'activité en 2018. Là, on vous présente la proportion des lésions et notamment des zones des lésions sur le corps. Donc, à savoir que sur cette année 2018, il y a eu 16 738 accidents. Donc, sur 16 738 accidents, on peut voir que les zones majoritaires qui ont subi ou qui ont été lésées sont au niveau du dos, à l'ordre de 35%, et au niveau des membres supérieurs, que ce soit les bras et les épaules, aux alentours de 28%. Donc on peut effectivement observer une partie assez conséquente des accidents sur ces zones. Ça permettra d'enclencher déjà une analyse du pourquoi de ces accidents au niveau du dos et des membres supérieurs. Donc, au final, l'analyse quantitative permet d'avoir une vision globale des risques d'accidents du travail, mais elle est insuffisante pour définir une politique de prévention adaptée à l'entreprise, puisqu'elle n'est que générale et ça donne une représentation statistique des accidents du travail. Donc, pour ce faire, alors, effectivement, l'analyse quantitative est très importante, notamment pour comparer les entreprises entre elles au niveau national, mais on n'a pas d'informations concrètes sur l'entreprise en elle-même et sur l'accident et comment est-ce qu'il s'est déroulé. Donc, pour ce faire, il faut absolument aller sur l'analyse qualitative, rien de plus loin que de comptabiliser. Et pour ce faire, on vous donne la méthode de l'arbre des causes.
c'est une méthode assez pratique de recherche de faits qui ont concouru à l'accident. Attention, c'est des faits, on ne va pas parler d'interprétation, on va reprendre un petit peu ces termes après, ou de jugement, on va rester sur des faits. Pour comprendre l'accident, en fait, il faut essayer de comprendre le système entier qui a créé l'accident, donc que ce soit un problème technique, un problème organisationnel, humain, et les interactions entre tous ces éléments. Cette méthode elle vous permet aussi en fait, de rechercher des facteurs d'accident et au-delà de la situation de travail et du comportement de l'opérateur. Très souvent, en entreprise, quand on analyse rapidement un accident du travail, on nous dit bah, c'est la faute de l'opérateur, il aurait dû faire attention, il aurait dû lever les pieds, il aurait dû, etc. Donc on va tout de suite essayer de trouver un responsable à l'accident. Donc, cette méthode-là, elle va essayer de dégager de cette recherche de responsabilité uniquement pour se concentrer sur les faits et sur le déroulement de l'accident pour après trouver des moyens de prévention pour stopper finalement ce système. Il vous permet d'instaurer un débat ouvert autour de l'accident. On va en reparler, mais il y aura une phase d'interview des témoins ou de la victime de l'accident quand c'est possible, et aussi de recherche en groupe de solutions. Donc, tout le monde va devoir échanger sur l'accident lui-même, et du coup, ce débat ouvert va pouvoir générer des pistes de solutions, créer des améliorations en discutant en groupe. Et du coup, d'ouvrir le champ des mesures de prévention possibles, sans se limiter uniquement à la protection individuelle, aux consignes et à l'affichage. Et grâce à la représentation graphique de l'arbre des causes, vous pourrez communiquer largement à l'échelle de votre service, à l'échelle des collègues, mais aussi peut-être, si vous êtes un groupe avec plusieurs entités, de faire cette communication pour dire attention, ça peut peut-être arriver chez vous, et du coup comprendre la représentation, comprendre l'enchaînement des faits qui ont concouru à l'accident, permet à tout le monde de réagir en termes de prévention. On va rentrer plus en détail dans cette méthode-là. Les grands principes, donc c'est encore une fois développer une compréhension objective du processus de l'accident et non pas la recherche de la responsabilité, que ce soit du côté des salariés ou de la direction. On ne recherche pas de responsabilité, on essaye de savoir quels faits factuels, mesurables ont été présents. Donc encore une fois, pas d'interprétation, pas de jugement de valeur. On va partir du postulat finalement que le salarié n'a pas fait exprès d'avoir son accident du travail, qu'il aurait pu faire autrement. On a des questions. Alors je ne sais pas, Elisabeth, si tu peux regarder les questions, alors, m'interrompre si jamais. Je regarde. Vous pouvez, je jette un œil sur le forum questions. Vous pouvez poser vos questions et nous répondrons dans la foulée. Donc je te laisse, je regarde, je jette un œil. Vas-y, je te laisse poursuivre, Rémi. Merci, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions que tu juges intéressantes et que c'est dans le thème. Donc, sinon, on reviendra à la fin. Donc, je parlais du postulat initial que l'opérateur n'a pas fait exprès d'avoir son accident du travail. Donc, on va essayer de prendre en compte les faits le plus en amont possible dans la genèse de l'accident pour pouvoir justement casser cet enchaînement de faits qui ont créé un accident du travail. Il y a donc des étapes successives qu'il va falloir respecter pour construire l'arbre des causes. Il y a finalement deux étapes, recueillir les données, recueillir les faits, construire l'arbre en même temps et ensuite exploiter l'arbre des causes pour la proposition d'actions de prévention. L'utilisation du cadre d'observation évoquant de façon simplifiée les situations de travail vous permet du coup aussi de canaliser votre entretien et votre recherche de faits grâce à la tâche, l'activité, le matériel, le milieu. Donc on va retrouver un petit peu des méthodes qui sont d'analyse de 5M. On va se poser la question de l'intégralité du système, de chacun des facteurs qui auraient pu arriver à l'enchaînement de l'accident. Vous parlez des deux étapes. Donc effectivement, on va recueillir des faits. On va recueillir des faits en interviewant la personne, soit les témoins, soit la victime.
et on va construire l'arbre en fonction du recueil des faits. La construction de l'arbre va nous faire poser des questions, et en posant les questions, on va devoir réinterroger les personnes, reprendre des faits concrets sur le terrain et continuer à construire l'arbre. Et on va répéter cette séquence finalement de recueil des faits, construction, recueil des faits, construction, autant de fois que nécessaire. Donc c'est ça la définition de processus itératif, c'est un enchaînement finalement d'étapes qui sont répétables autant de fois que nécessaire. Et ensuite, une fois qu'on aura construit l'intégralité de l'arbre, on va regarder l'ensemble des faits pour proposer des mesures et les intégrer dans un plan d'action. Donc, on va se réunir en groupe, proposer des mesures, on va choisir des mesures, donc avec en général les responsables, l'employeur, qui va décider de la mise en place de certaines mesures. Et ensuite, il faudra contrôler l'application de ces mesures, voire contrôler l'efficacité de ces mesures. Et aussi, la décision va être modifiée par les délais. On va être tout de suite sur du curatif après un accident du travail, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre un pansement autour de la zone dangereuse, de protéger, alors effectivement par des EPI des consignes, mais ça ne va pas, ça va être très rapide à mettre en place, mais par contre ça ne va pas solutionner l'intégralité du problème. Donc en attendant d'avoir une action de prévention qui soit le plus en amont possible de la genèse de l'accident, eh bien on va mettre parfois un petit peu d'équipement de protection individuelle, des consignes, en attendant d'avoir une protection collective ou de l'organisation du travail qui nous permet de plus se retrouver dans le même schéma et nous concourir à l'accident. J'espère que j'ai été clair sur cette notion-là. Nous reviendrons. Pour l'instant, pas de questions, mais nous reviendrons bien sûr, même à la fin du webinaire, de la présentation, si vous avez des questions. Je te laisse poursuivre. Merci. Donc, la première étape, c'est de recueillir les faits et ensuite de construire l'arbre des causes. Donc, on va devoir définir un cadre d'observation de la situation de travail. Ce que je vous disais, on peut utiliser la méthode 5e, on va interroger le milieu, le matériel, la matière, la personne et la méthode de travail réalisée. On va essayer de recueillir les informations dans le cadre d'entretien, donc auprès de la victime ou des témoins ou de l'encadrement et des collègues, mais le plus tôt possible après la survenue de l'accident, pour éviter que les éléments de preuve ou les éléments qui pourraient nous aider à comprendre l'accident disparaissent au fil du temps. Et que aussi l'effet de mémoire, on oublie un petit peu les éléments qui auraient pu comprendre la réalisation de cet accident. Alors attention sur les accidents graves, très graves et mortels, il peut y avoir aussi un syndrome post-traumatique, et dans ces cas-là, ce ne sera pas forcément faire revivre tout le déroulé à la victime ou alors au témoin. Donc, il y aura déjà une phase d'accompagnement psychologique avant de relancer ce recueil d'informations. D'ailleurs, petite pub et promotion de la GEMETRA, mais effectivement, vous pouvez toujours appeler le médecin du travail pour réfléchir ensemble à une solution pour vos salariés qui seraient amenés à être choqués. Alors, un fait, on n'a pas défini tout à l'heure, mais c'est une information, un état ou une action exprimée de façon concise, observable et vérifiable, quantifiable, qualifiable. C'est pas une interprétation, c'est pas une opinion, ni un jugement de valeur. Attention, on va essayer de se dégager des faits négatifs, absence de, manque de. On va rester sur des éléments factuels, c'est-à-dire que manque d'attention, au lieu de dire manque d'attention, on va peut-être dire il était en train de discuter ou il était au téléphone, plutôt que dire il manquait d'attention. Petit exercice, tout simplement pour essayer de transposer des éléments qui pourraient être des interprétations, des opinions ou des faits négatifs que vous pouvez voir donc, sur le tableau de gauche. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait traduire il y a absence de garde-corps? Parce que c'est un fait négatif. Alors, vous pouvez utiliser le chat pour proposer des solutions. Hein. N'hésitez pas.
aucun nom ne sera divulgué, aucune identité ne sera divulguée. Voilà, on joue le jeu, on est là pour tester et pour apprendre, donc pas d'inquiétude, allez-y. Je vais le dire ici aussi tout de suite, dans le sens où peut-être aujourd'hui en webinaire, c'est pas forcément évident d'interagir, de communiquer avec nous. Et vous pouvez faire aussi appel à votre médecin du travail qui ensuite déléguera au conseiller en prévention. Vous pouvez nous faire parvenir sur votre problématique spécifique en entreprise et on prendra rendez-vous avec vous pour soit vous représenter cette méthode en CSE ou autre afin de s'adapter réellement à vos problématiques d'entreprise. On est sur des exemples très généralistes, mais on pourrait prendre un récit de votre accident du travail. Pardon, je dis. Alors, j'ai des réponses, j'ai des propositions. Donc, aujourd'hui, on me propose comme fait retenu, absence de protection commune. Une autre proposition, absence de garde-corps, ce qui rejoint la première expression employée, interprétation, opinion, fait négatif, qui est absence de garde-corps. Donc, j'ai des propositions sur absence de protection commune, absence de garde-corps. Il ne portait pas de chaussures de sécurité, la protection collective n'était pas en place. Donc, oui, effectivement. D'accord. Alors, absence de garde-corps. Puisqu'il y a absence, c'est un effet négatif. On pourrait plutôt le traduire comme ceci. Il travaillait en bordure de vide. Voilà. Bon. Merci pour la participation. Oui, merci beaucoup. Ou alors il travaillait, il ne portait pas de chaussures de sécurité. Encore une fois, c'est du négatif. Ça vient essayer de trouver de la responsabilité sur le salarié. On va le traduire plutôt par il travaillait en basket, qui est un fait observable. Et du coup, on a une preuve là-dessus. Il ne faisait pas attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était plutôt il parlait à un collègue, il était au téléphone, plutôt que de ne pas faire attention, qui est très subjectif. Et comment est-ce qu'on peut le savoir qu'il ne faisait pas attention? Il roulait trop vite, c'est pas mesurable, c'est pas quantifiable, c'est de l'interprétation, c'est du jugement de valeur. Plutôt dire il roulait à donc 30 km/h, 25 km/h, 50 km/h dans l'atelier. Voilà. On essaye de rester factuel, effectivement. Voilà. Alors, autre point très important lorsque vous allez recueillir les faits, c'est d'expliquer en fait votre démarche à la personne que vous allez interviewer. Il y aura peut-être un sentiment de crainte, d'interrogation, de méfiance lorsque vous allez demander à la personne de vous raconter son accident. Donc c'est très important de préciser en fait certaines choses. Dans un premier temps, faire préciser clairement à l'interviewé son identité, son statut, sa fonction, histoire de ne pas recueillir des informations erronées. Expliquer le but des entretiens, rappeler qu'il ne s'agit pas là de rechercher une culpabilité, rechercher la responsabilité, mais plutôt de montrer l'intérêt de l'entretien en disant plus j'aurai d'éléments factuels et plus je pourrai comprendre l'accident pour ensuite trouver des pistes de solutions pour essayer de préserver la santé physique et mentale de l'intégralité des salariés, pas forcément uniquement la personne qui a été victime de l'accident. Donc, souligner l'utilité des informations recueillies et l'utilisation qui va en être faite, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour le donner tel quel en compte rendu, mais pour construire un arbre des causes et qui ensuite, lui, sera partagé grandement. En plus, il faut bien préciser que ces notes-là seront relues, complétées, et il faut bien laisser la main à l'interviewé sur le compte rendu final de son entrevue. Ensuite, c'est un élément qu'on retrouve de manière assez classique lorsqu'on fait des analyses aussi d'accidents du travail en entreprise, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout de suite juger de l'élément par rapport à la procédure, par rapport aux consignes qu'on avait données, des grandes consignes globales, même si, dans les faits, dans le travail réel justement, d'habitude, on ne réalise jamais la procédure. Donc, on va essayer de dire, là, encore une fois, ce salarié a dévié de la procédure. Mais si l'activité habituelle, concrète et réelle, c'est de ne jamais suivre la procédure, attention, il va falloir identifier les éléments habituels.
On va aussi devoir rechercher ce qui était inhabituel. Les variations, les aléas, les pannes, c'est en général là où on a des éléments de réponse en matière de prévention. Je vois des symboles de questions. Alors, les questions. Alors, questions. D'abord, un merci pour les exemples qui sont très intéressants. Alors, mes salariés occupent un poste de chauffeur-livreur coursier. Comment prévenir des risques potentiels? Chauffeur, livreur, courtier, comment il y a plusieurs éléments de réponse. Dans un premier temps, l'évaluation des risques professionnels global de l'activité, qui va ensuite définir des moyens de prévention à mettre en place pour ses salariés. Et ensuite, effectivement, si ces salariés chauffeurs-livreurs ont régulièrement des accidents, pas forcément des accidents de la route, des accidents du travail, eh bien, il faudra utiliser cette méthode d'analyse des causes et ont concouru à l'accident pour ensuite dégager des pistes de solutions et partager avec ces chauffeurs la mise en place de solutions spécifiques à leur activité. Alors, effectivement, je rejoins Rémi. La première phase à mettre en place, c'est l'évaluation des risques professionnels pour l'activité, donc la formalisation du document unique. Ensuite, survient un accident ou un incident, l'analyse de l'accident du travail permettra de évaluer un nouveau risque qui n'a peut-être pas été observé la première fois. Alors, une autre question. L'évaluation se fait avec le médecin du travail. Alors, l'évaluation des risques professionnels ou l'évaluation de l'accident du travail. Si c'est l'évaluation des risques professionnels, l'équipe locale santé de la GEMETRA peut, en lien avec votre médecin référent, peut vous accompagner sur l'évaluation des risques professionnels, donc et l'établissement du document unique. Donc, bien entendu, c'est toujours à l'entreprise, c'est l'entreprise qui est responsable de son évaluation des risques professionnels. Et si c'est l'analyse d'accident du travail, comme Rémi vous l'a présenté tout à l'heure, vous l'a proposé, l'équipe ELST aussi, donc proposé par votre médecin référent, peut vous accompagner sur cette étape d'analyse d'accident du travail par l'arbre des causes. Voilà. Donc oui, c'était bien des risques professionnels, l'évaluation des risques professionnels. Donc la GEMETRA peut vous accompagner dans cette démarche. Alors, on peut vous accompagner. Il n'y a pas de notion de validation de l'évaluation des risques professionnels. Par contre, vous devez mettre à disposition du médecin du travail votre document unique et prévenir aussi pour tout accident du travail votre médecin du travail, pour qu'il puisse ensuite vraiment vous accompagner dans la recherche de l'analyse des causes. On va continuer un petit peu. J'en étais à la variation, de toujours rester déjà sur le travail réel, c'est sur ce qui se fait habituellement pour ensuite essayer de déterminer les états. Alors, petite question, Rémi, tu nous permets? Oui. Alors, j'ai une question. Mes employés sont des peintres en bâtiment. Peuvent-ils créer eux-mêmes un arbre des causes? Bien sûr. Bien sûr, ils peuvent créer un arbre des causes. En revanche, il va falloir les accompagner sur la méthode, il va falloir les sensibiliser sur l'objectif, il va falloir leur donner les moyens de créer cet arbre des causes. Et ensuite, il va falloir mettre en place les actions de prévention que ces salariés auraient trouvées sous la responsabilité, bien entendu, de l'employeur qui va décider. Mais je pense qu'il est presque pire de ne pas mettre en place des solutions qui auraient été recherchées dans cette analyse. Si vous avez impliqué totalement vos salariés sans vous être appliqué et ensuite vous ne voulez pas mettre en place des moyens de prévention qui en ressorti, ça peut être compliqué. Donc c'est plutôt accompagner les salariés pour qu'ils aient la bonne méthode et le bon objectif suivi et ensuite vous être en suivi aussi en tant qu'employeur de vos salariés.
Voilà, je peux peut-être un petit peu après. Je pense que tout le monde a envie de voir concrètement à quoi ressemble un arbre des causes. On va avancer. J'espère. On peut avancer. On était sur donc laisser la personne s'exprimer librement, donc pas forcément avoir un cadre d'entretien non plus trop cadenassé. Donc laisser un petit peu l'interviewé s'exprimer. En revanche, toujours lui rappeler que vous allez recueillir des faits et donc pas forcément le laisser partir sur des interprétations lointaines. Et vous-même, en tant qu'intervieweur, il va falloir faire très attention à ne pas porter vos propres jugements de valeur, ne pas projeter votre représentation de la situation de travail directement sur l'interviewé qui aura tendance du coup à vouloir aller dans votre sens. Alors, on va prendre cet exemple que vous retrouvez dans la brochure INRS. On va prendre l'exemple d'une victime, monsieur A, on peut l'appeler Étienne, on peut l'appeler Candy, on peut l'appeler comme vous voulez. Mais donc l'intérêt, encore une fois, c'est de bien verrouiller le fait que ce soit la bonne personne que vous avez interviewée. Donc, monsieur A, 56 ans, il est chauffeur-livreur justement de matériel de construction. Les lésions et les conséquences, c'est donc la rupture des vertèbres cervicales. Malheureusement, cette personne est décédée. L'activité de l'entreprise, c'était la fabrication d'éléments préfabriqués. Cet accident a eu lieu en 2008 sur le parc de stockage. Alors, on va justement regarder un petit peu le déroulé de la personne qu'on aurait interviewée, ce qu'elle aurait pu nous faire ressortir. Donc, elle nous explique que monsieur A, ayant à livrer un camion de poutrelles, s'est rendu au parc de stockage extérieur pour effectuer le chargement du plateau de son camion. Pour charger le camion, un cariste amène les poutrelles sur des palettes et les dispose de en légèrement sur le plateau du camion. Monsieur A se tenait sur le camion pour parfaire la mise en place. Il apparaît immédiatement que le travail est particulièrement dangereux du fait que les déplacements du salarié s'effectuaient sur des poutrelles pourvues de fer à béton. Le salarié était habitué à ce genre de travail, mais la veille de l'accident, la température extérieure était tombée brutalement en dessous de zéro. Monsieur A n'étant pas chaudement vêtu, ses membres devaient être donc engourdis par le froid, ce qui explique qu'il ait eu du mal à garder l'équilibre. De plus, on peut penser que l'âge du salarié pu jouer dans cet accident, car ce travail demande agilité et souplesse. Le fait est qu'après avoir réparti sur le camion le contenu de la poubelle, monsieur A a perdu l'équilibre en ripant maladroitement une poutrelle sur le plateau verglacé. Il est tombé à la renverse d'une hauteur de 1,80 m, sa tête heurtant le sol en premier. Donc ici, à votre avis, toujours pareil, répondez-nous dans le chat ou dans les questions. Pourquoi, à votre avis, c'est écrit en vert et pourquoi d'autres éléments sont écrits en rouge? Alors, petite précision, il y a quelques questions sur les méthodologies d'évaluation a fortiori, entre les différences entre la méthode ITMAMI et la différence entre méthode 5M. On va pas vraiment détailler ces méthodes là sur ce webinaire, sauf il nous reste du temps en fin de webinaire. Je pense, Rémi, est-ce que tu valides? Oui, tout à fait. On reprendra un petit peu. C'est vraiment pour cadrer l'observation de la situation de travail qu'on vous met la méthode 5M, mais toute autre méthode est valable du moment qu'on récupère les différents éléments du système. Alors, les réponses en lien à ta question, Rémi, par rapport à cet exemple de recueil de faits. Donc, en rouge, les réponses en rouge égale opinion, vert égale fait. D'accord? En vert, on est bien dans le factuel. Alors, selon moi, les écrits en rouge ne sont pas factuels. Effectivement, en rouge, ce sont... Ah, je suis allée trop vite. Bon, effectivement, là, on n'a que des bonnes réponses. Donc, bravo et merci encore de réagir, même si ce n'est pas plus évident. Effectivement, les faits sont en vert. Ce qu'on peut mesurer, ce qu'on peut observer sans interprétation, en vert. Du moment qu'on passe sur de son mieux, on a un jugement. Il apparaît immédiatement que ce travail est particulièrement dangereux dans le jugement de valeur. Pour certains, ça peut ne pas être dangereux. Et du coup, comment est-ce que, à votre avis, on pourrait transformer les éléments en rouge pour qu'ils soit disparaissent parce que ils n'ont rien à faire dans les interviews, soit comment est-ce qu'on pourrait les transformer? Est-ce que
certaines veulent se lancer dans la modification de ce texte-là pour le rendre plus compatible avec ce qu'on disait, sans opinion, sans jugement de valeur, juste recueil des faits. Exercice difficile, hein, puisqu'on n'a pas cette... Oui. Donc c'est simple. C'est un exercice, ça veut dire que... Voilà. Alors, par exemple, j'ai supprimé les adjectifs. Ouais. Le dangereux. Alors, supprimer la partie de phrase de son mieux. Oui, tout à fait. Mets en place les palettes sur la semis. Alors, une question. Comment faire quand la victime fait preuve de mauvaise foi et ne donne pas une version crédible de son accident, sachant qu'il n'y a pas de témoin? Oui, effectivement, c'est la problématique. Si c'est vraiment pas crédible, dans ce cas-là, il va falloir rechercher les preuves pour prouver l'enchaînement de l'accident. Vous allez voir que la méthode de l'arbre des causes permet aussi de dégager justement les choses qui ne seraient pas probables en remontant de l'élément le plus en aval, c'est-à-dire celui qui a créé l'accident, voire le fait ultime, c'est l'accident, et ensuite on va essayer de dérouler la pelote. Donc c'est beaucoup plus difficile à quelqu'un qui va vous mentir en déroulant la pelote fait après fait. Bon, alors, cette personne peut mentir parce qu'elle a peut-être peur d'être jugée sur l'accident. Donc là, c'est de l'accompagnement, effectivement, et de créer un climat de confiance. Comme on l'a expliqué au départ, comme Rémi l'a présenté au départ, on est là pour relever les faits et non des jugements sur ce qui a été fait ou pas fait ou ce qui était en place ou pas. Donc là, c'est créer un climat de confiance pour vraiment éviter que cet accident survienne une nouvelle fois. On va expliquer effectivement que ce n'est pas la recherche de la culpabilité ou de la responsabilité du salarié qu'on est en train de réaliser, mais la compréhension de l'accident. D'accord, ok. Donc, j'ai d'autres propositions. Alors, on peut finir sur d'autres propositions. On va avancer du coup parce qu'effectivement vous aviez compris l'idée. Le de son mieux, on peut le traduire, on peut l'enlever complètement parce que finalement les faits c'est qu'il dispose en gerbant sur le plateau du camion. Il apparaît immédiatement que le travail est particulièrement dangereux. Non, on va l'enlever, ça ne nous intéresse en rien dans l'analyse. Monsieur A n'était pas chaudement vêtu. Dans ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ça c'est de la négation, donc on peut rester sur du factuel en expliquant comment est-ce qu'il était habillé en fait. Il était en t-shirt et en short, alors qu'il faisait 0 degré effectivement. Les faits sont uniquement là et finalement quand on va condenser et utiliser les faits pour la construction de l'arbre des causes, on va retenir finalement que ces éléments-là. Je te laisse la main, Elisabeth, là-dessus. Oui, je répondais. Merci à tout le monde. Donc, je t'en prie. Alors, nous poursuivons sur le recueil des faits. Donc, pour rappel, bien entendu, l'accident du travail ne résulte jamais d'une cause unique. Il est la combinaison de plusieurs faits. Donc, il faudra donc, dans le recueil de témoignages, il faudra donc identifier des faits inhabituels par rapport aux faits habituels. Donc, les faits habituels, à savoir ici, en termes techniques, l'état habituel des choses, l'état habituel du travail. Donc, ces faits habituels, appelés état, contribuent à la réalisation de l'accident sans pour autant déclencher le processus conduisant à la blessure. Ou, en fait, participe à la réalisation de l'accident indirectement. Donc, c'est un fait habituel. Au contraire, les faits inhabituels, appelés variations ou aléas, eux, sont nécessaires à la dynamique du processus accidentel. Donc, ce sont ces faits inhabituels, appelés variations, qui engendrent
l'accident du travail. Donc, ça, ce sont des informations essentielles qu'il faut repérer, et les repérer notamment dans le recueil des faits. Donc, vous saurez à chaque fois que quand vous prendrez le témoignage de la victime, du blessé ou des témoins, alors, du point de vue de ces salariés, de ces opérateurs, la variation est un écart par rapport à l'habituel. Donc, c'est ce qui fait qu'on a fait autrement qui a provoqué l'accident. L'accident peut se produire lors de la réalisation d'actions inhabituelles, mais aussi par le fait d'une combinaison inhabituelle d'actions habituelles, c'est-à-dire qu'on change l'ordre de travail ou les tâches de travail, tout simplement. Donc, sur les diapositives suivantes, nous allons pouvoir illustrer la distinction entre faits habituels et inhabituels. Donc, je vais vous présenter. Alors, si je prends la main, alors, c'est toujours un peu aléatoire, la technologie. Donc, dans cet exemple, nous allons relever les faits inhabituels à l'activité qui sont, comme vous pouvez le voir, surlignés en rouge. J'espère que vous pourrez lire facilement. Alors, moi, je vais prendre du coup, j'ai un petit problème de vision, je vais prendre du coup la version papier. Je n'ai pas repéré, voilà, la page. Donc, ensemble, repérons les faits inhabituels des faits habituels. Donc, Monsieur X, maçon, travaillait sur un chantier de rénovation de façade chez un particulier avec 2 de ses collègues. Pour effectuer ce travail, un échafaudage de pied avait été installé sur l'ensemble de la façade de la maison. Pour le stabiliser, un montant de l'échafaudage métallique a été attaché à l'aide d'une corde à un potelet. Fixé sur la façade et supportant les câbles électriques, la veille, le mur avait été lessivé et, à la reprise du poste le lendemain matin, les salariés devaient effectuer le déjointage des matériaux de la façade. Sur le potelet se trouvait un connecteur électrique. La partie haute de l'échafaudage était en contact avec l'élément protégeant la vis de serrage du connecteur de câble. Les frottements fréquents entre le haut de l'échafaudage et cette protection ont entraîné sa détérioration. L'échafaudage s'est trouvé alors directement en contact avec la vis métallique du connecteur sous tension. Monsieur X se trouvait sur le niveau inférieur de l'échafaudage. Il se déporta pour donner un outil à son collègue situé au niveau supérieur. Pour cela, il saisit d'une main un tube de l'échafaudage et de l'autre, il prit appui sur la descente de la gouttière métallique située juste à proximité. Un courant électrique lui traversa alors le corps. Il s'écroula inanimé. L'alerte fut donnée. Les secours, arrivant 15 minutes après, constatèrent son décès. Donc, on repère, ce qui est surligné en rouge sont les faits inhabituels, les variations. Donc, prenons le premier fait inhabituel, c'est le montant de l'échafaudage métallique qui a été fixé, qui a été arrimé à un potelet à l'aide d'une corde, un potelet avec un connecteur électrique, à l'aide d'une corde, d'une simple corde. Là, c'est du jugement. Là, je qualifie la corde de simple, mais non. Donc, à l'aide d'une corde. Donc, est-ce que pour vous, ça paraît clair? Bon, c'est un exemple sur la brochure INRS, mais ça permet de vraiment visualiser quels sont les faits habituels entre le travail habituel et inhabituel sur des situations qui ne devraient pas qui devraient pas se présenter. Alors,
Des faits habituels, je regarde le forum où tu peux, dans ce cas-là, Oui, aussi, Rémi, m'aider. Oui. Reprends la main, non, c'est bon. Ah, pardon. Alors du coup, par contre, si je regarde les questions, je vais faire apparaître toutes les 6 cases noires. Alors, les questions, c'est à 10h20. Voilà. À partir de 10h20. Des faits habituels, mais en écart avec les consignes de sécurité, pourraient aussi être à l'origine de l'accident. Alors, j'ai une question. Des faits habituels, mais en écart avec les consignes de sécurité, pourraient aussi être à l'origine de l'accident. Alors, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur ne pas se centrer sur la procédure qui est censée être utilisée, mais qui ne l'est jamais dans les faits, et ce qui est réellement fait habituellement, et par contre des variations de l'habitude. C'est ça qu'il va falloir trouver. Donc, effectivement, si d'habitude tout le monde utilise la procédure et suit la procédure parce qu'elle a été suffisamment bien construite pour que tout le monde puisse la mettre en œuvre et la suivre de A à Z, mais en général, en pratique, ça ne se fait jamais comme ça. Donc, oui, on pourrait trouver un écart par rapport à la procédure et que ce soit inhabituel, mais en général, un écart à la procédure, c'est la norme. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais j'espère avoir répondu à cette question-là. Effectivement, si dans la procédure tout le monde la suit et qu'il y a un écart à la procédure, bah oui, effectivement, c'est un fait inhabituel. Donc, et je rajouterais, puis on va poursuivre après, je rajouterais aussi que par rapport à l'écart à la procédure et du fait, puisque là, il y a aussi une remarque que je vais vous lire, nous voyons bien que la cause de l'accident n'est pas due à l'activité principale de l'entreprise, donc qui est de travailler sur l'échafaudage. Donc, il y a plein de variations autour qui font que le travail habituel a été modifié. L'enclenchement du travail habituel ou l'action d'une tâche a été modifié. Donc, ce qui est intéressant sur les consignes de sécurité, c'est l'arbre des causes, tout simplement, aussi. C'est pourquoi la consigne de sécurité n'a pas été respectée, dans quelles conditions. Voilà. Est-ce qu'il y avait un fait inhabituel qui fait que la consigne n'a pas pu être respectée? Tout à fait. Alors, on va poursuivre, mais on va poursuivre sur la slide, la diapositive suivante, pardon. Donc, suivi du recueil des faits, donc relevant aussi les faits inhabituels, on va pouvoir représenter l'arbre des causes, donc dessiner la représentation graphique de l'enchaînement logique des faits qui ont conduit à la blessure. L'arbre se construit à partir d'un questionnement. Donc, on part du dommage, du fait ultime de l'accident, et les faits sont situés les uns par rapport aux autres, compte tenu des informations recueillies, en posant pour chaque fait les questions suivantes. Donc ça, ces questions sont vraiment capitales pour remonter la chaîne d'accident. Première question, qu'a-t-il fallu pour que le fait apparaisse, l'accident apparaisse? Deuxième question, a-t-il été nécessaire à lui seul pour que le fait apparaisse? Voilà, ou tout simplement, était-ce suffisant pour que le fait apparaisse? Donc, si en répondant à cette question, on dit non, ce n'était pas suffisant, et bien du coup, on remonte. Donc, ces faits seront reliés par 3 types de liens logiques. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous montrera la représentation graphique après, parce que c'est quand même plus intéressant de voir visuellement à quoi ça correspond. Donc, nous parlons de 3 liens, ces faits sont reliés par 3 liens logiques. Donc, premièrement, l'enchaînement, ça peut être l'enchaînement, ça peut être la conjonction, la disjonction. Donc, l'enchaînement, en fait, dans un enchaînement, un seul fait a été nécessaire à lui seul pour que l'accident survive. Ça, c'est tout simple. On est sur une ligne 3. Donc, sur la diapo suivante, nous allons vous présenter... Pour les questions qui sont en rouge, effectivement, vous
pouvez aussi les modifier, mais l'idée c'est de faire, qu'a-t-il fallu pour que le fait apparaisse, c'est ne pas forcément interroger sur le pourquoi. Parce que pourquoi, du coup, tout de suite on est sur de la cause, sur de la responsabilité. Alors pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça? Et on va essayer de juger. Plutôt que qu'a-t-il fallu pour que ça apparaisse, toujours rester sur un enchaînement de faits et pas sur la responsabilité, encore une fois. Toujours. Ici, je vous en prie. Conjonction. Je te laisse la main. Alors, sur deux éléments, donc, encore une fois, on va partir de l'élément final, du fait final, donc le décès de Monsieur X. Et on va se poser la question, donc ce décès de Monsieur X, cette pastille, on va la mettre toute à droite de notre feuille, parce qu'après on va remonter sur les causes en partant vers la gauche. Donc décès de Monsieur X, qu'a-t-il fallu pour que Monsieur X décède? Eh bien, il a fallu qu'il y ait un courant électrique qui passe dans le corps de Monsieur X. Mais est-ce suffisant à lui seul? Non, on connaît tous quelqu'un qui a pris un coup de jus, mais qui n'en est pas mort. Donc il a fallu aussi, donc c'est pour ça que c'est une conjonction de deux faits, que les premiers secours sont arrivés 15 minutes après l'alerte et qu'il n'ait pas pu le réanimer. Donc finalement, ces deux éléments, ces deux faits sont indépendants, mais nécessaires à la survenue du fait ultime, du décès de Monsieur X. Et c'est pour ça que lorsqu'on doit le représenter, il faut mettre un lien de conjonction entre ces deux éléments. Alors, sur la liaison logique nommée la disjonction. La disjonction, donc un petit peu particulier. Donc là, on peut remarquer que deux faits surviennent du fait d'un premier, un seul. Si je reprends le recueil, je me rappelle du recueil des faits, l'action de se déporter du maçon de Monsieur X, l'action de se déporter à l'extérieur de l'échafaudage a obligé le maçon donc à se tenir à l'échafaudage et en même temps, simultanément, qu'il touche de son autre main la gouttière métallique. Donc on voit que deux faits proviennent d'un seul fait. Ensuite, on va aller sur l'arbre des causes. Ouais. Tout simplement, on va vous montrer l'arbre des causes entier lié à cet accident. On reprend en fait finalement l'intégralité de l'interview, du recueil des faits, et ensuite on vient construire petit à petit, en partant du fait ultime, l'arbre des causes. Donc, on vous a montré ce lien tout à l'heure en vous disant qu'a-t-il fallu pour que Monsieur X décède. Il a fallu conjointement avoir un courant électrique qui traverse le corps de Monsieur X et que les secours mettent du temps à arriver et ne puissent pas le réanimer. Et on va tout de suite remonter encore de plus en plus vers la cause racine en se posant systématiquement les mêmes questions. Donc, qu'a-t-il fallu pour qu'un courant électrique traverse Monsieur X? Eh bien, il a fallu finalement plusieurs éléments. Il a fallu évidemment que l'échafaudage soit sous tension. Mais quand on est sur l'échafaudage, même s'il est sous tension, et qu'on n'a pas de contact avec la Terre, l'arc électrique ne va pas passer, et du coup, on ne sera pas électrocuté. Donc il a fallu également qu'à ce moment-là, Monsieur X tienne l'échafaudage d'une main et celle d'une gouttière métallique qui, elle, fait la liaison à la Terre. Et là, du coup, ces trois faits observables et quantifiables ont déclenché finalement le fait que Monsieur X est un courant électrique qui lui traverse le corps. Donc on a encore une fois une conjonction, mais cette fois-ci sur trois faits. Qu'a-t-il fallu pour que, donc on vous en a parlé tout à l'heure, Monsieur X
tienne l'échafaudage d'une main et la gouttière métallique de l'autre, et bah, simplement, il a fallu que Monsieur X se décale, se déporte de l'échafaudage. Et qu'a-t-il fallu pour que Monsieur X se déporte à l'extérieur de l'échafaudage? En retrouvant les faits, on se rend compte que Monsieur X en fait, veut donner un outil à son collègue de travail situé au niveau supérieur. Et donc, le seul moyen qu'il a trouvé, c'était de passer au-dessus et de prendre appui, justement, ensuite sur l'échafaudage et sur la litière pour passer ce fameux outil. On a des questions sur la construction de l'arbre. Je regarde. Pour l'instant, pas de questions. Mais donc, on voit qu'une fois l'arbre construit, on voit effectivement qu'il y a un ensemble de faits, soit qui se sont enchaînés, soit qu'il y a eu une conjonction ou disjonction en fonction de la situation de travail. Effectivement, et cet arbre des causes nous permet... Alors, j'ai une question. Pouvez-vous reprendre la disjonction? La disjonction, bon voilà. Oui, on la reprend. Oui, effectivement, on peut reprendre sur la disjonction. Non, on va le reprendre dans l'arbre entier. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Alors, je ne sais pas si ma souris va fonctionner. Disjonction. Tac. Ah, la souris, voilà, la souris, voilà. Là-bas, il y a deux souris. Deux souris pour le prix d'une. Alors, disjonction, c'est à ce niveau. Donc, si je remonte le fait, en fait, qu'a-t-il fallu pour que... Alors, pardon, hein, c'est encore un peu trop petit pour moi. Qu'a-t-il fallu pour que Monsieur X tienne l'échafaudage avec une main? Qu'est-ce qui a fait que Monsieur X tenait l'échafaudage d'une main? Il a réalisé une action. L'action, en fait, c'est qu'il se déportait à l'extérieur de l'échafaudage. Cette action a en même temps produit un autre fait. Monsieur X touchait de son autre main la gouttière métallique. Alors, voilà, fait. Si je remonte, du coup, je m'écarte de l'échafaudage, je me déporte vers l'extérieur. Donc, pour ça, je tiens l'échafaudage d'une main et en même temps, je soutiens avec l'autre main, je me soutiens sur la gouttière métallique. Est-ce que... Oui, pour la disjonction. On déclenche finalement deux. Pour trouver un autre exemple, le salarié nettoie un tapis de convoyeur. En nettoyant, donc il enlève une pierre du tapis de convoyeur. La pierre, finalement, elle commence à rouler. Le convoyeur se déclenche et va créer un accident. Et ces deux faits-là sont directement en fait impliqués par un seul fait du nettoyage du convoyeur. On va dire autrement. Donc, disjonction, a priori, ce serait OK. Alors, d'autres exemples. Alors, d'autres exemples. Petite remarque. On ne parle pas de formation et d'habilitation. Alors, là, c'est trop tôt pour en parler. Là, on prend les faits. On reprend que les faits. Recueil de faits. Que s'est-il passé? Fait habituel, fait inhabituel. Donc, l'action, qu'est-ce qu'on a fait? Où on était? À quelle heure? Quel outil on a utilisé? Et ensuite, on prendra dans l'analyse finale les formations et habilitation. Alors, question, s'il y avait un SST, un sauveteur secouriste du travail, j'imagine, où aurait-on mis son intervention dans l'arbre des causes? Très bien. Vous êtes un slide en avance. C'est le prochain qu'on va voir. Effectivement, vous avez tout de suite passé sur la solution, sur l'application de moyens de prévention. Effectivement, si on avait formé des sauveteurs secouristes du travail, ils auraient pu intervenir à la place des pompiers ou des éléments de secours qu'on aurait appelés et peut-être, du coup, réaliser un massage cardiaque qui aurait sauvé la vie de Monsieur X, effectivement.
mais on est plutôt sur de la solution. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose de poursuivre. Justement, vous avez fait du coup tout de suite le lien. Une fois qu'on a terminé de construire notre rapport des causes, on vient l'exploiter, on vient l'analyser. On va essayer de rechercher des actions possibles en groupe. Attention, il faut réunir des personnes avec des connaissances et des compétences différentes, techniques différentes, pour arriver à proposer une solution qui porte sur chacun des faits et qui ne va pas générer d'autres problématiques pour une autre activité ou une autre situation de travail. Donc, il faut arriver à se poser des questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le choix des différentes mesures de prévention, bien sûr, relève de la responsabilité de la direction de l'entreprise. Mais son application dépend aussi des salariés. Vous avez aussi l'obligation, quand vous êtes salarié, d'utiliser les moyens de prévention qu'on vous aura mis en place pour limiter les risques professionnels auxquels vous serez exposé. Alors, des questions à se poser lorsque vous choisissez les moyens de prévention. En tout cas, vous allez proposer des moyens de prévention pour résoudre chacun des faits et on concourir à l'accident. Donc, est-ce que la mesure de prévention que je suis en train de mettre en place ou de réfléchir à mettre en place, est-ce qu'elle est conforme avec la réglementation? Est-ce qu'elle est stable dans le temps? Ce qu'on disait, au départ, on va peut-être avoir une action très rapide à un instant T, mais elle ne va pas être très durable, voire facilement intégrable dans le quotidien de tout le monde. On est tous pareils, dès qu'on va nous équiper de protection individuelle trop importante, dès qu'on aura la possibilité d'enlever une ou deux protections pour mieux respirer, mieux réaliser nos gestes, on va le faire. Donc les salariés sont moins protégés que par une protection collective, qui elle sera stable dans le temps et en plus beaucoup plus facilement intégrable dans le travail quotidien. Bien faire attention d'avoir plusieurs représentants, donc en groupe, d'autres unités de travail, etc., pour être sûr qu'on ne va pas déplacer le risque sur une autre activité. La mise en place d'une barrière, par exemple, peut être une très bonne solution pour un risque de chute pour une activité, mais complètement générer des problèmes de circulation, voire de heurts avec des chariots ou de la circulation piétonne, si elle n'est pas correctement pensée et qu'elle ne va pas déclencher le déplacement du risque. Toujours se poser la question également de savoir si on agit bien sur la cause profonde. Finalement, ça ne sert à rien de mettre des petites procédures, des petits moyens de prévention sur le dernier élément qui a concouru à l'accident. Il vaut plutôt mieux aller sur la cause racine et là, du coup, casser complètement l'enchaînement de tous les faits qui ont déclenché l'accident. Et bien sûr, quels sont les délais d'application de cette mesure? Si la super solution que vous aurez trouvée pour résoudre l'intégralité de cette problématique coûte très cher, vous allez avoir un délai de trésorerie à avoir, eh bien, ça va être de la garder, cette idée-là, mais en attendant de mettre en place peut-être des mesures un peu plus curatives. Autrement dit, on va reprendre donc chacun des éléments, chacune des pastilles qui sont le plus en amont, finalement, le plus à gauche possible. Donc ici, on va justement répondre à la question. Effectivement, les premiers secours sont arrivés 15 minutes après l'alerte. On se pose en groupe, on réfléchit, qu'aurait-il fallu pour que les premiers secours arrivent avant. Donc soit on vient déménager l'entreprise pour la mettre à côté de la caserne, soit on se dit il faudra peut-être former en lien avec le médecin du travail ou la GVTRA, des sauveteurs secouristes du travail pour qu'ils puissent réaliser les gestes de premier secours et peut-être sauver la vie des salariés. Le deuxième élément, on va regarder aussi, ça va être l'échafaudage qui est arrimé à un potelet électrique. Là-dessus, effectivement, vous me parliez d'habilitation, de formation. On va peut-être aussi se poser la question, est-ce que mes salariés étaient réellement formés au montage en sécurité des échafaudages? Est-ce qu'ils ont eu l'habilitation pour monter en sécurité des échafaudages? Encore une fois, on se pose la question, est-ce que c'est légal? On est en train de demander à nos salariés de monter un échafaudage sans avoir eu la formation.
Donc, il faut absolument former les salariés. On ne va pas forcément détailler l'ensemble des mesures, mais si vous avez compris le principe, c'est qu'à chaque pastille, le plus à gauche, le plus en amont possible eh bien, on va proposer des actions de prévention et les intégrer dans un plan d'action. Pourquoi? Parce qu'on va devoir avoir un responsable de l'action et savoir à qui on va demander la mise en place de ces actions. Voire, on va devoir réanalyser les actions, la pertinence et l'efficacité de ces actions-là, va demander au responsable ce qu'il en est. Alors là, on n'a pas forcément mis le délai et le coût, mais vous pouvez toujours le rajouter sur votre plan d'action. Effectivement, le coût peut être important et du coup, le délai varier en fonction de ce coût-là. Et vous allez donner la priorité sur des actions peut-être moins chères et qui vont solutionner le problème, même si elles sont moins performantes dans le temps, en attendant d'avoir la trésorerie nécessaire pour la mise en place d'équipements de protection collective. Autrement dit, l'intérêt de l'arbre des causes, c'est de proposer un choix de mesures de prévention globale sur l'intégralité des faits ayant concouru au risque. On va tout de suite, au moment, finalement, vous voyez, c'est une frise chronologique, pardon. Puis là, on va voir la vision de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise qui va s'élargir au fil du temps, puisqu'au départ, on va forcément réagir à l'événement. On va prendre en considération cet accident-là et on va essayer de mettre en place des éléments qui vont supprimer l'apparition de ce risque-là, soit par des EPI, soit par des cantines. Et ensuite, vous allez devoir réfléchir à la mise en place de solutions techniques qui soient plutôt du collectif pour avoir une efficacité plus importante. Ne pas remettre finalement la responsabilité de la protection sur le salarié, qui lui-même va pas forcément avoir la sensibilité au risque et du coup moins se protéger. Et ensuite, on va essayer d'intégrer notre analyse des accidents du travail et de l'arbre des causes dans la mise en place d'une organisation de la sécurité et de la santé au travail, soit grâce aux moyens de prévention qu'on va mettre, mais aussi justement dans la gestion des compétences, la gestion de la formation des salariés pour réduire les risques bien en amont. Et on va aussi, dans les outils de maîtrise opérationnelle, tout de suite intégrer les éléments qu'on aura fait ressortir de l'arbre des causes dans le document unique et dans le plan d'action global du document unique pour ensuite sensibiliser l'intégralité des salariés et intégrer en fait, la méthode de prévention dans la stratégie globale de l'entreprise. Et le but ultime, ce serait que chacun des salariés intègre en eux la représentation des risques, la vision de l'entreprise sur la performance économique et sociale de l'entreprise dépend finalement de ce qu'on met en place en santé et de sécurité au travail, et ensuite de partager des valeurs qui soient communes au métier, mais qui soient des valeurs de prévention, voire des valeurs de bien-être et de bienveillance envers ses collègues et envers sa santé. Allez, conclusion rapide, c'est dit autrement, mais la pyramide de Bird, en fait, c'est des éléments statistiques qui permettent de présenter que pour un mort, pour un accident du travail, on a eu presque 600 soins et presque accidents sur la même problématique. Donc, on aurait pu finalement avoir les informations en analysant les accidents, les presque accidents, en amont pour proposer de la même manière des actions de prévention et ne pas arriver aux morts. Donc, le gros problème, c'est que si on s'arrête uniquement à l'analyse quantitative, eh bien, on va ne jamais s'intéresser à la base de la pyramide qui est pourtant l'élément le plus important si on veut faire de la prévention et ne pas être sur du curatif. Donc effectivement, si on reprend le diagramme précédent, oui, l'intérêt de l'arbre des causes est aussi de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Bien sûr, je l'ai vu dans le forum question sur la mise à jour du DUER. Oui, effectivement. Donc, cette analyse d'accident du travail,
permet de mettre à jour le document unique. Donc il faut que tout accident, ou presque accident, ce qui est intéressant, hein, lié à la pyramide de Bird, comme vient de vous le présenter Rémi. Donc, cette analyse doit contribuer à mettre à jour le document unique. Mais elle nous interroge aussi sur les modifications apportées à l'évaluation. Donc, comment évaluer? Donc, premièrement, sur l'identification, l'identification des situations dangereuses. Là, aujourd'hui, on a vu des situations inhabituelles qui se sont avérées dangereuses et qui ont produit à terme un accident, une électrocution. Suite à l'identification de ces situations dangereuses qui ont provoqué le dommage, la cotation en elle-même va donc évoluer, ne serait-ce que la gravité. On est parti d'une blessure bénigne à là, sur une situation accidentelle, au décès de la victime. Donc, bien entendu, le plan d'action sera aussi mis à jour par rapport à ça. Donc, rappelez-vous, le document unique, c'est à mettre à jour à minima une fois par an et tout au long de l'année courante, en fait. Et notamment, l'analyse d'accident du travail doit rentrer dans la mise à jour, dans l'action de la mise à jour du document unique. Donc, à noter aussi que ça peut être intéressant, dans l'analyse de chaque accident, certains faits peuvent être observés dans des situations de travail autres que celles ayant donné lieu à l'accident. Par exemple, prenons le cas d'un accident où une machine-outil a été utilisée par un salarié et ce salarié, ça peut être une scie circulaire, le carter de protection dysfonctionnait, ne s'est pas remis en place correctement. Donc, est survenu un accident. Donc, ce phénomène a pu permettre à l'entreprise de faire un audit sur tout le parc machine qu'elle détenait et de vérifier le bon fonctionnement des protections collectives, tout simplement. Donc, en d'autres termes, nous pouvons constater que l'analyse des accidents du travail est aussi fondamentale dans la gestion de la santé-sécurité au travail dans l'entreprise. C'est toujours adapté à l'entreprise. On ne peut pas, c'est important de pouvoir mettre en place cette analyse d'accident du travail et d'utiliser la méthode de l'arbre des causes qui peut paraître un peu difficile, mais lancez-vous, vraiment lancez-vous dans cette démarche. Prenez le temps de le faire. Effectivement, Rémi, qui est très performante, qui permet réellement de dégager des pistes de solutions efficaces sur le terrain, de contribuer à votre connaissance des risques en entreprise, de la gestion aussi de ces risques-là, en améliorant votre document unique par sa forme, par son remplissage, de vous protéger au niveau, si vous êtes employeur, au niveau juridique, de aussi, si vous êtes salarié, de vous permettre d'avoir des moyens de prévention adaptés à votre activité et pour la société en général, de progresser dans la réduction des accidents du travail. Pour ce faire, il faut quand même arriver à avoir des éléments nécessaires à suivre, par exemple pour l'engagement du chef d'établissement, utiliser cette méthode comme elle est construite, c'est-à-dire de rechercher les faits et non pas les responsabilités. Donc, l'exemple, la question qu'on avait tout à l'heure, que faire si le salarié nous ment? Il s'est rappelé aussi qu'il n'est pas dans son intérêt finalement de mentir. Bien sûr, il va falloir former. On avait aussi la question de est-ce que les salariés peuvent le faire tout seuls? Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut être formé à la méthode d'analyse. Donc, encore une fois, soit vous nous appelez, nous, à la GMETRA, et on essaiera d'accompagner vos équipes, soit vous regardez aussi sur l'INRS la méthode, que vous pouvez avoir gratuitement. Et, encore une fois, de mettre en place les améliorations que vous auriez décidées afin d'encourager le personnel impliqué dans l'analyse, de leur montrer que finalement, il y a un rendu, il y a quelque chose derrière, une implication. Et ne pas décourager les prochains qui devraient se lancer dans cette démarche.
Merci beaucoup. Je pense que là, c'est le moment des questions. Alors, j'ai une question posée tout à l'heure. Je laissais finir la présentation. Je reprends. Doit-on faire systématiquement un arbre des causes pour les presque accidents? C'est pas une obligation. Pas une obligation, mais je vous encourage à le faire. Pour, encore une fois, dégager soit des faits inhabituels que vous n'auriez pas évalués dans votre document unique, soit pour trouver des pistes de solutions qui pourraient être diffusées largement et puis sensibiliser aussi l'ensemble des salariés sur, attention, c'est presque arrivé à côté, ça peut aussi vous concerner. Alors après, où peut-on retrouver cette présentation? Alors, il me semble que vous pourrez déjà, on vous enverra le lien sur les adresses mail que vous avez renseignées, les bonnes adresses mail que vous avez renseignées. Lors de l'inscription de ce webinaire, on vous enverra le lien pour pouvoir visionner ce webinaire, cette présentation. Alors, et le lien sera mis aussi sur notre site internet AGEMETRA très prochainement. Autre question. La présentation et le replay accessible. Oui. Alors, notre médecin du travail peut-il nous accompagner sur les accidents graves? Oui. Bien sûr, le médecin du travail, comme son équipe et l'équipe de préventeurs qui fait partie donc de l'équipe pluridisciplinaire, nous pouvons vous accompagner sur les accidents. Alors, accident grave, attention, il y a le qualificatif grave. Là, ça peut être particulier, il peut être fait appel à la cellule d'urgence, notamment de l'AGEMETRA, pour accompagner les personnes, les témoins de l'accident. Donc ça, c'est en aparté. Mais tout accident du travail, oui, le médecin et son équipe de préventeurs peuvent vous accompagner sur l'analyse de l'accident du travail. Donc voilà. Un membre du CSE est-il obligatoire lors de l'entretien avec l'accidenté? Alors, obligatoire, non, mais d'expérience, c'est parfois demandé, oui. Oui. Si le membre du CSE est habilité à faire réaliser l'enquête. Pour réaliser l'enquête, il doit être aussi formé à l'utilisation de cet outil, l'arbre des causes, l'analyse d'accident du travail. Donc, ça peut être le biais de ce webinaire qui peuvent vous permettre de vous présenter cette méthode d'analyse d'accident du travail. Alors, un membre du CSE comme le référent santé sécurité dans l'entreprise. Est-ce que vous avez un référent sécurité dans l'entreprise qui est nommé? Ça peut se poser la question. Alors, dans le cas de l'activité conducteur routier, à la recherche des faits est compliquée. Exemple, accident n'importe où sur le territoire. Avez-vous des conseils pour réaliser cette recherche? Alors, un accident sur la voie publique va aussi enclencher... alors, pour ma part, dans mon précédent métier, j'étais en assistance technique, donc j'étais sur la route toute la journée. Et effectivement, il m'est arrivé d'avoir quelques petits carambolages où je fais le constat amiable, et je complète le document, le constat amiable lié à la situation. Donc, il y a les horaires de travail, il y a les conditions de circulation, il y a le petit schéma qu'on dessine sur le constat. Et entre autres, si c'est accident plus grave, vous avez quand même les forces de l'ordre, gendarmerie ou policiers qui viennent constater l'accident. Donc là, il y aura une enquête faite par les forces de l'ordre. Est-ce que tu lis aussi, Rémi, si tu veux? Parce que il y en a plein qui ont défilé, donc je n'ai pas pu faire attention.
je vais essayer de reprendre les questions aussi. Attends, là, ensuite, j'en ai une autre. Pour compléter un peu ta réponse, il faut différencier quand même les accidents de trajet et les accidents de mission. Et dans ce cas-là, un accident de mission, oui, peut être analysé grâce à l'arbre des causes. Alors, les questions, je vais voir. Alors, la mise en œuvre systématique de cette méthode peut sembler chronophage. Existe-t-il une alternative à l'arbre des causes plus simple pour l'analyse rapide des situations dangereuses ou presque accidents? Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Pardon, je suis allée vite, hein, parce que j'ai la réponse en fait, autant pour moi. Donc, la mise en œuvre systématique de cette méthode peut sembler chronophage. Existe-t-il une alternative à l'arbre des causes plus simple pour l'analyse rapide des situations dangereuses ou presque accidents? Alors, une réponse, oui, au lieu d'aller sur le curatif, puisque l'accident du travail, on fait un plan d'action, on met en place un plan d'action sur du curatif. Là, c'est de réaliser le document unique, l'évaluation du risque professionnel, qui permet au moins d'identifier la plus grande partie des situations de travail dangereuses. Bien sûr, c'est de le réaliser de manière la plus exhaustive possible. Et dans le plus exhaustif, on passera à côté de situations particulières, notamment les faits inhabituels. Et c'est sur les faits inhabituels qu'il va falloir étudier, travailler. Donc, c'est une méthode chronophage, certes, au départ. Après, c'est une question de... Enfin, moins il y en a, en fait, attention à ce que je dis, moins il y a de situations accidentelles, d'accidents, moins il y aura d'analyse. Donc, ce sera forcément une méthode chronophage. Est-ce que la GEMETRA a une trame pour le document unique? On a une trame, on a des conseillers en prévention qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la méthode. Après, on n'a pas de forme qu'on impose à qui que ce soit, on va plutôt s'adapter à votre problématique et essayer de construire avec vous une évaluation, un DU qui corresponde et dans lequel vous puissiez être autonome dans sa mise à jour et dans son application en vue de réaliser des actions de prévention. Et alors, particularité et hors accident routier, comme un accident du travail sur un site client. Ouais. Donc j'étais en train de la regarder, cette question, et je pense que la question posée derrière, c'est est-ce qu'on peut réaliser un arbre des causes chez le client? Alors effectivement, dans le contrat que vous avez signé avec le site client, vous devez aussi réaliser un plan de prévention. Donc déjà, vérifier que vous avez bien réalisé un plan de prévention avec l'entreprise utilisatrice ou l'entreprise extérieure qui travaille chez vous. Et ensuite, il est tout à fait possible de réaliser une enquête grâce à l'arbre des causes et plutôt dans la recherche de solutions, encore une fois, de voir aussi en groupe qu'il y a un représentant de l'entreprise utilisatrice ou cliente qui fasse remonter aussi ses besoins et ses craintes parfois de mettre en place des moyens de prévention qui pourraient gêner aussi son activité. Mais le but, ce serait de se mettre autour d'une table et de réfléchir sur l'accident et sur les pistes de solutions à apporter. Alors, question piège. Est-ce que ce webinaire peut servir d'attestation de formation à la méthode 5M? Si oui, pourrons-nous avoir un document? Pas du tout, parce qu'on n'a vraiment pas parlé de la méthode 5M très très rapidement. Donc, non. De toute façon, c'est de la sensibilisation qu'on vous fait. C'est pas du tout de la même méthode de formation. Non, je rajouterais qu'effectivement, on vous propose ce webinaire, c'est une sensibilisation, puisque à ce titre, nous ne pouvons pas vous former. On vous présente la méthodologie, on a vu ensemble, et pour la mettre en application, effectivement, on peut vous accompagner sur le terrain, dans vos structures, sur un presque accident,
ou un accident du travail sur l'utilisation de cette méthode, vous accompagner sur le suivi de cette méthode, entre le recueil des faits et la construction de l'arbre des causes, avec la mise en place du plan d'action qui suit bien sûr derrière.